Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur une édition qui reste aujourd'hui dans toutes les mémoires lorsqu'un départ est donné au Sables d'Olonne et que seulement 6 skippers ont réussi à boucler le dramatique Vendée Globe 1996-1997, considéré comme le Vendée Globe le plus meurtrier de toute l'histoire. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur Facebook et sur Instagram, lien en description comme d'habitude. Allez, c'est parti, on démarre cette nouvelle vidéo. 3 novembre 1996. Il est 13h02 au Sables d'Olonne et alors que le coup d'envoi de la 3e édition de la course à la voile la plus éprouvante au monde est donné, une question demeure dans toutes les têtes. Qui succédera à Titouan Lamazou, vainqueur en 1989, et surtout à Alain Gauthier, lauréat en 1992. Très vite, sur le papier, on distingue un petit groupe de favoris à la victoire finale. Ce petit groupe, composé notamment de Christophe Auguin, skipper de Géodis, de la talentueuse Isabelle Autissier, skipper de PRB, et l'une des 2 seules femmes à prendre le départ de l'Everest des mers, et du discret Jerry Roufs, qui navigue à bord de groupe LG2, a tout pour l'emporter. Un bateau de qualité, un skipper de talent et un team organisé, préparé et affûté. De la précédente édition, on remarque la présence de 3 vétérans. Yves Parlier, à bord d'Aquitaine Innovation, Bertrand de Broc et son Votre nom autour du monde. Il a été obligé de mettre en place un projet caritatif pour financer sa participation après avoir été débarqué par le team LG lors de la précédente édition, et le Hongrois Nandorfa, à bord de Budapest, bateau qu'il a lui-même construit. Ce Vendée Globe est aussi celui incarnant l'arrivée progressive des nouvelles technologies, les bateaux utilisant désormais des quilles basculantes, des coques en carbone, plus légères et solides, ainsi que des mâts profilés. Particularité de ce Vendée Globe 1996, il sera le seul de l'histoire à s'élancer avec un pirate. En effet, ce terme désigne Raphaël Dinelli, qui n'a pas validé sa qualification nautique en raison du retrait de son principal sponsor, mais qui s'élance quand même des Sables d'Olonne en cet après-midi de grand départ. Il fera donc le tour du monde, mais quel qu'en soit son résultat, Algimous ne figurera pas dans le classement final de cette édition. Et pour finir dans les particularités, le Britannique Pete Goss prend le départ à bord d'Aquacorum, un bateau long de 50 pieds, contrairement à tous ses concurrents qui, eux, en ont un de 60. Ce Vendée Globe débute donc ce 3 novembre 1996, et les skippers savent ce qui les attend. D'entrée, ils ne seront pas ménagés par les éléments. Dès la première nuit, un orage est prévu dans le golfe de Gascogne, avec des vents qui peuvent atteindre 40 nœuds. Seulement 15 heures après le coup d'envoi, la flotte fait face à une mer hachée. Et le 5 novembre, seulement 2 jours après le coup de canon, 3 navires sont obligés de faire demi-tour pour réparer à cause de l'état des océans dans le golfe de Gascogne. Nandorfa, qui sent la quille de Budapest bouger, Thierry Dubois, qui a détecté une fissure et une voie d'eau dans la coque de Pour Amnesty International, ainsi que le doyen de cette édition 1996, Tony Bullimore. Tous parviennent à réparer, mais à peine reparti des Sables d'Olonne, Nandorfa entre en collision avec un cargo et est contraint à l'abandon après seulement quelques jours de course. Le 7 novembre, c'est au tour de Didier Mundoutegui et de son club 60e Sud de faire les frais des caprices des éléments. Le bateau perd son mât et Mundoutegui doit faire demi-tour vers les Sables d'Olonne afin de réparer. Il parviendra à repartir, mais décidément, l'océan le considère persona non grata. Le pont de son bateau se décolle sur environ 1 mètre. Il lui est impossible de poursuivre la course alors que le Grand Sud se profile et qu'il n'est parti que depuis 17 jours. Le bateau craque. Il faudra réexaminer la structure de fond en comble. La sagesse veut que j'abandonne, car il ne me paraît pas sérieux d'aller dans les mers du Sud dans ces conditions, déclare-t-il. Au passage des îles Canaries, un choix tactique s'impose. La flotte se divise en 2 groupes. Le premier longe la côte, tandis que le second, lui, part plus au large. Néanmoins, personne ne souffrira de son choix tactique et tout le monde sortira avec du vent. Yves Parlier a pris la tête du classement et est dans une position très confortable à l'approche du poteau noir. Il a néanmoins un problème majeur. À cause de la tempête dans le golfe de Gascogne et n'ayant pas emporté avec lui le désalinisateur, il a déjà consommé la moitié de ses réserves d'eau potable.
Il est donc obligé de se rationner dès le début de la course. Derrière lui suivent Isabelle Autissier, Hervé Laurent, Bertrand de Broc, Pete Goss, Christophe Auguin et Catherine Chabot. Le 19 novembre, les skippers sont dans le poteau noir. Alors que Parlier est toujours en tête de flotte, le poteau noir s'est très bien passé pour Isabelle Autissier et Christophe Auguin qui passent entre les gouttes et sortent indemnes de cette zone de turbulence. En revanche, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bertrand de Broc, Catherine Chabot et Jerry Roufs sont pris au piège dans un très violent orage et perdent beaucoup de terrain et bien sûr énormément d'énergie. C'est aussi le cas du pirate Raphaël Dinelli. Néanmoins, Yves Parlier, alors assez solide leader de la flotte, va faire les frais des caprices des éléments quelques jours plus tard, lorsqu'en pleine nuit, il entend un bruit sec à l'avant du bateau. Son génois est à l'eau. Les réparations entreprises par le skipper ne feront qu'aggraver les choses. La pièce finit par casser et sa drisse de grand voile aussi. Parlier doivent renoncer à la victoire finale. Je me sens anéanti car j'ai tout donné pour préparer ce Vendée Globe pendant 3 ans et je suis trahi par un petit axe de 25 mm, confie-t-il. Je ne pense pas pouvoir tenir la cadence sans un enrouleur et un génois à l'avant. C'est comme si sur une Formule 1, il te manquait 2 cylindres. Propos qui ne tardent pas à être confirmés. PRB et GO10 rattrapent leur retard et prennent la tête de la flotte. Les 2 navires naviguent alors presque à vue. Mais c'était sans compter, une nouvelle fois, sur des éléments décidément capricieux. Le 1er décembre, Isabelle Autissier est au cœur de la tempête. PRB part au lof et risque à la moindre seconde de se coucher, voire même de chavirer complètement. Son navire reste debout, mais le temps qu'elle mettra à affaisser sa grand voile pour réduire les risques de chavirage sera celui de trop. La tempête a raison de l'un de ses safrans. La course ne peut continuer pour Isabelle, dans l'obligation de se dérouter vers le Cap, en Afrique du Sud, ce qui la disqualifie de la course pour cause de recours à l'assistance. Lui qui n'était que 3e le 19 novembre, Christophe Auguin est désormais largement premier après 26 jours de course. À l'arrière de la flotte, les skippers retardataires essuient un puissant grain au niveau de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et c'est justement Christophe Auguin qui va être victime d'une énorme frayeur dans les mers du Sud. Alors que la tempête fait rage, GO10 se couche dans l'océan avant presque miraculeusement de se redresser, sans doute grâce à l'apport fondamental de cette nouvelle innovation qu'est la quille pivotante qui permet au bateau de rester hors de l'eau grâce à son balancier. Catherine Chabot connaîtra le même sort, mais Whirlpool Europe 2, lui, chavire. La skipper reste de très longues secondes sous les eaux avant que son bateau ne se redresse. Jerry Roufs, lui, le plus au sud du groupe de tête, est le premier à apercevoir les icebergs. Mercredi 25 décembre 1996. C'est Noël sur la flotte du Vendée Globe, après 2 mois de course. Depuis plusieurs jours, les conditions météo sont atroces dans les mers du Sud et pour l'instant tous les skippers y ont échappé. Sauf que la mer offre un cadeau empoisonné aux pirates de cette course. Raphaël Dinelli chavire. Et Algimous ne se relève pas. Pire, il démate sous l'eau. Et ce dernier sert de bélier à l'océan qui perfore la coque. À plus de 7000 km du lieu du drame, le PC Course est en situation de crise. Même s'il n'est pas classé, il faut sauver le pirate. Dinelli ne panique pas et organise sa survie alors que l'eau s'infiltre de partout. Après une journée et une nuit passées accrochées avec un cordage à ce qu'il reste de son bateau, affamé, assoiffé et en état d'hypothermie, en plus d'une autre dans un canot de sauvetage alors qu'Algimous a coulé, Raphaël Dinelli échappe miraculeusement à la mort, arraché à celle-ci par un bateau jaune de 50 pieds, Aquacorum et Pete Goss, le seul bateau engagé dans la course ne faisant pas 18,28 mètres de long. Dinelli, lui, sera éternellement reconnaissant envers son héros. Une reconnaissance symbolisée par son mariage où Pete Goss, l'homme grâce à qui il est encore là aujourd'hui, sera son témoin. Je ne reviendrai pas en profondeur sur le sauvetage, si vous voulez en savoir plus, on y a consacré une vidéo que vous pourrez trouver en haut à droite de votre écran. Tout le monde pense alors que le pire est passé, sauf que problème, il ne fait que commencer. Dimanche 5 janvier 1997.
Alors que presque 2 mois sont passés depuis le départ des Sables d'Olonne, la tempête fait rage dans les mers du Sud. Le Français Thierry Dubois, skipper de Pour Amnesty International, et le Britannique Tony Bullimore, à bord d'Exile Challenger, naviguent au large de l'Australie, assez près l'un de l'autre, dans une zone réputée périlleuse à cause des icebergs qui la parsèment. Soudain, les 2 skippers déclenchent quasi simultanément leur balise de détresse. Il se passe quelque chose à la sortie de l'océan Indien. Les 2 skippers ne répondent plus à la radio. Encore plus inquiétant, ils sont bons derniers de la flotte. Personne ne peut donc leur venir en aide. Les seuls sauveurs potentiels des 2 hommes sont de nationalité australienne. Il faudra attendre 6 longues heures pour repérer les 2 bateaux, retournés, mais encore flottants, par le biais d'un avion de reconnaissance de la marine australienne. Un avion que Thierry Dubois a repéré, et à qui il a pu signaler qu'il était encore bien vivant. Le Français, parvenu à s'extirper de l'enfer qui règne à l'intérieur de la coque retournée de son bateau par la trappe de survie, est sur la coque de son navire. Néanmoins, aucune nouvelle de Tony Bullimore. La quille d'Exile Challenger a été arrachée. L'épave du bateau est bien là, mais où est son skipper? Piégé à l'intérieur et en danger de noyade, expulsé du bateau lors du chavirage et nageant sans but, voire s'étant déjà noyé? Pendant des heures, les avions de reconnaissance quadrillent la zone à la recherche du moindre indice. Ils ne trouvent rien. L'inquiétude monte à Paris et le spectre des disparitions de Nigel Burgess et de Mike Plant 4 ans plus tôt hante toujours l'esprit de Philippe Gentot. Le lendemain, l'avion de la marine livre des canaux de survie à Thierry Dubois, qui, au prix d'un effort titanesque et de brasses infernales dans une eau glacée, parvient à se hisser à l'intérieur de l'un d'entre eux. Alors que, seule lumière dans ces temps très sombres, Raphaël Dinelli est débarqué à Hobart par Pete Goss au terme d'une manœuvre de remorquage, le skipper anglais ayant interdiction de mettre pied à terre pour rester en course. Tony Bullimore, 2 jours après son chavirage, ne donne toujours pas le moindre signe de vie. Prisonnier de la coque renversée, pendant les 2 ou 3 premières heures, je me suis dit que j'avais peut-être 50% de chance de m'en sortir. Au fur et à mesure que le temps passait, les pourcentages changeaient dans ma tête, jusqu'à ce que je pense, cette fois mon compte est bon, c'est la fin. Et à Paris, la tension dans le PC Course monte encore d'un cran. Alors qu'il talonnait le leader Christophe Auguin dans ses conditions de survie, on avait presque oublié que la course continuait. Le Canadien Jerry Roofs disparaît des radars. La balise Argos du groupe LG2 cesse d'émettre et personne ne répond à l'intérieur du bateau. Dans son dernier message, il avait déclaré gravement: « Les vagues ne sont plus des vagues, elles sont hautes comme les Alpes, je me bats pour garder le cap et ne pas chavirer. » Là où le bateau a perdu contact, les conditions sont abominables. Le vent souffle à 70 nœuds, les vagues sont absolument gigantesques. De véritables murs d'eau s'abattent sur les lieux de la dernière position du skipper canadien. C'est un véritable enfer sur terre. La seule pouvant porter assistance à Jerry Roofs est Isabelle Autissier. La skipper de PRB, hors course depuis le 1er décembre, est néanmoins toujours sur son navire, Safran réparé, dans l'espoir de rallier les Sables d'Olonne. Sans hésiter, et dès l'appel du PC Course, elle se déroute et repart à contresens pour tout tenter pour sauver son ami. Dans des déferlantes sans équivalent, après 5 chavirages et des risques inconsidérés pris pour sauver Jerry, elle ne trouve rien. Pas le moindre petit débris, pas la moindre indication sur la position du bateau ou du skipper. Groupe LG2 a disparu. Isabelle Autissier est impuissante, et même si la tempête est passée, le bateau est perdu, son skipper aussi. Je suis dans un quadrilatère de position présumée, où il aurait pu dériver, mais la visibilité est nulle. J'ai 200 mètres de visibilité, donc pour l'instant je ne peux pas faire grand chose, déclare-t-elle à France Inter, avant que sa liaison ne soit brutalement interrompue par les conditions toujours musclées sur la zone. 3 autres skippers et 2 cargos se dérouteront, mais les recherches ne donnent rien.
Des avions de reconnaissance australiens quadrillent la zone, un radar canadien décortique le moindre mètre carré de mer dans une surface équivalente à la moitié de la France. Rien. Isabelle Autissier repart la mort dans l'âme, épuisée et ne pouvant plus rien faire. La flotte espère toujours pouvoir le retrouver vivant, que Groupe LG2 a subi une simple panne de balise et qu'il réapparaîtra un jour ou l'autre. De leur côté, Thierry Dubois et Tony Bullimore sont eux aussi toujours dans l'attente de secours. Après 48 heures passées en enfer, enfin le Français est sain et sauf. Il est élitreillé dans un navire de guerre par la marine australienne. Le skipper anglais, lui, est toujours muet. On est sans nouvelles du doyen de cette édition. Les sauveteurs tentent le tout pour le tout. S'approchant d'Exide Challenger et tapant sur sa coque, les Australiens ont l'extrême soulagement de voir sortir, après 48 heures sans donner le moindre signe de vie, un homme vêtu de jaune à l'arrière du bateau. Tony Bullimore se tient devant eux. 2 jours après s'y être installé, il vient d'abandonner son abri de fortune. Les 2 skippers, sains et saufs, sont ramenés en Australie. Leur supplice est terminé. Le but premier, c'était de ne pas mourir gelé, raconte le skipper français. Lors des 3 nuits passées dans le radeau, c'était dur. Quand il y a de la fatigue, l'obscurité, plus de froid peut-être, c'était la lutte pour ne pas se refroidir. J'ai passé mon temps à penser à ces alpinistes qui avaient les pieds gelés, à ces alpinistes qui s'étaient endormis pour ne jamais se réveiller. Du côté du Chili, au fur et à mesure que le mois de janvier avance, les recherches pour retrouver Jerry Roofs ne sont toujours pas concluantes. L'espoir s'amenuise aussi vite que le temps passe. Un espoir qui malgré tout renaît lorsqu'un avion annonce qu'il était brièvement entré en contact avec le Canadien avant qu'on ne se rende compte que ce n'était pas lui mais probablement quelqu'un d'autre. Nouvelle désillusion pour la famille, les amis, l'organisation et toute la flotte du Vendée Globe. 10 jours après sa disparition, les recherches sont arrêtées et Jerry Roofs et Groupe LG2 sont officiellement déclarés perdus corps et biens. Le Vendée Globe est endeuillé pour le restant de cette édition et évidemment aussi pour les prochaines. Le Canadien entre dans la légende dont on se serait bien passé. Et le 17 février 1997, lorsque Christophe Auguin coupe la ligne d'arrivée en vainqueur, après 105 jours, 20 heures et 31 minutes de course, la fête est sans saveur. Les cœurs et les têtes noircis par le spectre de celui qui ne reviendra jamais. Le Vendée Globe 1996-1997 ne comptera que 6 rescapés de l'enfer du Sud. Christophe Auguin, le vainqueur, Marc Tiercelin, Hervé Laurent et Éric Dumont qui arriveront tous les 3 en l'espace de 3 jours, puis 2 semaines plus tard, Pete Goss et la remarquable Catherine Chabot, première femme de l'histoire de la course au large à boucler un tour du monde. Quant à Jerry Roofs, la coque retournée de Groupe LG2 est retrouvée en mer le 16 juillet 1997, puis formellement identifiée le 28 août 1998. Des débris seront retrouvés sur une île à Talaya par l'armée chilienne. Mais de Jerry Roofs, jamais on ne retrouvera la trace. Le Vendée Globe 1996, c'est l'histoire de 16 marins aguerris, préparés, sachant où ils allaient. C'est l'histoire d'une fête, d'une course pour le prestige et la victoire qui a viré à la course à la survie. Le Vendée Globe 1996, c'est l'histoire de 3 marins qui, après des minutes, des heures, des jours passés en enfer aux portes de la mort, ont vu leur destin basculer grâce à un compère, à une marine, à un bateau, à des sauveteurs. Mais c'est aussi l'histoire d'un marin au grand cœur, qui, dans l'œil d'une tempête en haute mer, au large de l'Amérique du Sud, a tout perdu. Le fil, le bateau, l'espoir et la vie. L'histoire d'une famille, d'amis, d'une flotte qui a perdu un ami. L'engin fut retrouvé, pas lui,
Jerry est le dernier en date à avoir perdu la vie sur un Vendée Globe. C'était l'histoire d'une course qui, éternellement, restera dans les mémoires. Mais on aurait préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Comme toi, Jerry, je rencontrerai un jour un albatros. Il me plaira de croire qu'il nous transmet ton bonjour à notre fille Emma et à moi. Il racontera toutes les histoires dangereuses et merveilleuses, restées inconnues de ce voyage, ta dernière course. Cet albatros me survolera un jour et on s'étonnera ensemble de ce que pour toi et avec toi, le temps soit disparu aussi. Nous t'aimerons toujours. Michel.